Bonjour à tous, ici Diane Gagnon, vous êtes apporteur d'espoir. Bienvenue pour cette autre émission après un petit hiatus et on a le plaisir immense de recevoir des gens que vous allez trouver absolument passionnants qui vont venir nous parler, qui nous parlent d'une méthode que vous allez découvrir qui est simple mais qui est extraordinaire. Alors, Férouz Rousseau, bonjour. Bonjour Diane. Alors, Férouz, tu me disais que tu es ostéopathe énergétique. Puis là, j'ai une longue liste de choses que tu as étudiées, décodage biologique, sophrologie, micronutrition, l'EFT, le Reiki, l'approche matricielle, le symbolisme du corps, les lettres hébraïques, l'ostéopathie et maintenant la PBA. Depuis 9 ans. Depuis 9 ans. Depuis 9 ans, la PBA. On évite de parler de décodage biologique parce que je ne suis pas médecin et que j'ai un profond respect pour ce métier et seuls les médecins sont habilités à faire du décodage. Moi, je préfère parler de symbolisme du corps, en fait. Oui, on va en parler dans une seconde. Le temps de présenter Audrey Marchand, qui est praticienne en PBA. Tu es établie à Québec, donc à la fin de notre émission, on va pouvoir donner tes coordonnées, tu vas pouvoir partager tes expériences aussi, puis si les gens ils veulent avoir un traitement de PBA, alors ils pourront te contacter. Qu'est-ce que c'est la PBA? Mais c'est pour psycho-bio-acupressure, mais tu lui as donné un autre nom aussi. Ah bon? Pour beaucoup... Le docteur Delatte disait pour beaucoup d'amour. Pour beaucoup d'amour, qui sont les mêmes lettres. Oui. Ça. Qu'est-ce que c'est la PBA? La PBA est une méthode qui a été mise au point par un médecin français, le docteur Pierre-Noël Delatte, qui était un homme extraordinaire que j'ai eu la chance de rencontrer et d'être directement formé par Pierre-Noël Delatte. C'est une méthode en fait très douce, doux pour beaucoup d'amour, qui nous permet d'agir à deux niveaux sur nos patients qui viennent nous voir, que ce soit des bébés, des enfants, des adultes, voire même la méthode telle que je l'ai faite évoluer. Je travaille directement sur l'embryon. Ah oui? Oui. Donc c'est une méthode en fait qui permet de procéder tout d'abord à un rééquilibrage énergétique chez tous nos patients et dans un second temps on vise la libération des mémoires émotionnelles. Okay. Je sais que pour beaucoup de gens qui nous écoutent, peut-être que ça va sembler mais c'est quoi au juste? Est-ce que c'est des aiguilles? C'est pas de l'acupuncture, là. Mais ce sont des points semblables à ceux de l'acupuncture, mais que vous faites avec, évidemment, acupressure pour pression sur ces points-là. Peux-tu nous en parler un peu? Il y a 5 points par circuit, 22 circuits. Ouais, elle a bien appris. Oui. Ça me passionne. On va en parler. Oui. Mais alors, raconte-nous un peu comment ça fonctionne. Quand vous recevez un client, par exemple, vous posez des questions, mais vous faites quoi avec eux? Alors, le gros avantage en PBA, c'est qu'on ne fait pas de psychanalyse. Donc, on va demander à notre patient pourquoi il est là, mais surtout, moi, je précise toujours, sans me raconter votre vie, qu'est-ce que c'est qui vous amène. Alors, en général, les patients aiment bien raconter leur vie, et malheureusement, et en même temps, c'est compréhensible, revenir sur les événements douloureux. Donc moi, je les arrête tout de suite, donc on n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé parce qu'on va leur dire ce qui s'est passé grâce à la méthode. Donc on prend le pouls du patient de manière à ressentir les pensées qui le perturbent et on part du postulat que la pensée c'est de l'énergie. Donc quand on est en colère, quand on est stressé, quand on est triste, même si on ne le dit pas, on va le sentir. Et nous, la prise du pouls nous amène à aller sur chacune des pensées qui peuvent perturber notre patient. C'est le pouls chinois, le pouls standard? Non, c'est le pouls qu'on appelle celui du docteur Novier, entre guillemets, qui était aussi un autre médecin français qui a mis en exergue le fait que lorsque quelque chose perturbe l'être humain, ça vient perturber son influx nerveux. Donc en prenant le pouls, d'une certaine manière, on va ressentir ses pensées perturbatrices. Ensuite, on va appliquer, donc pour répondre à ta question, des points d'acupressure en fonction de ça. Oui, qui vont avoir une particularité, c'est de dessiner des circuits imprimés dans l'organisme. Et grâce à ces circuits imprimés, on va avoir une sécrétion d'endorphines et d'encéphaline, qui sont les hormones du bien-être, de façon à anesthésier la zone du cerveau où se trouvent les blocages, le cerveau émotionnel, au niveau de l'hippocampe, et ainsi pouvoir travailler dans un second temps sur les mémoires émotionnelles. OK. La partie du circuit, ça c'est moins clair pour moi. Là, il y a 5 points
par circuit. Oui. Et supposons que tu prends mon pouls puis que tu dis, je sais pas, tu as un blocage digestif, on va dire n'importe quoi. Oui, le circuit 20, oui, le plexus solaire, c'est pas n'importe quoi, bravo. Bon. Voilà, c'est la sphère digestive en effet. Oui. Alors là, tu sais quel circuit Oui. c'est, mais tu vas d'abord appuyer sur les 5 Oui. points. Juste appuyer. Oui. Pendant combien de temps? Entre 3 à 5 secondes, c'est assez rapide, et on va faire le circuit 3 fois. Le but du jeu, en fait, en acupressure, c'est de venir justement imprégner, c'est d'avoir une mémoire de la pression sous-cutanée, de façon à ce que quand on arrête le circuit, le patient ait encore la sensation qu'on est en train d'appuyer, en fait. Il sent comme si on était en train d'appuyer alors qu'en fait on a lâché. Et là, on a le circuit qui se met en marche et qui va venir chasser cette énergie qui peut perturber au niveau de son plexus solaire. Alors, tout à l'heure, j'ai dit, on parle de rééquilibrage. Donc, on peut ressentir ce circuit soit parce qu'il faut chasser une énergie qui perturbe le plexus solaire, soit parce qu'il faut au contraire venir le nourrir un petit peu, ce plexus solaire. Donc, on va apporter l'énergie qui est en carence. D'où le mot rééquilibrage. On chasse ce qui est en excès, on apporte ce qui est carencé. Mais après les 5 points, ça marche comment le circuit? Je veux dire, c'est d'autres points que vous faites? Oui? Ah oui? OK. Ça veut dire quoi ce regard-là? C'est un mystère. Oui. Donc, il y a les 5 points principaux à partir de laquelle, desquels, si je comprends bien, tu vas chercher l'information. Oui. OK. Puis là, ça te dit, il y a un blocage là, tu sais quel circuit faire. Et là, tu vas refaire des points d'acupressure un peu partout. Oui, lors de la deuxième partie de la séance, Okay. toujours avec la prise du pouls, nous passons notre doigt sur une liste de blocages émotionnels. Et à chaque fois qu'on sent une perturbation, c'est ce que j'aime beaucoup dans la méthode, c'est qu'en fait, le patient nous emmène sur ce qui ne va pas chez lui. Nous, on n'a pas de pouvoir magique et le patient sait mieux que personne ce qui ne va pas. Et c'est aussi ce qui fait que ça n'est pas une méthode invasive. Donc, on prend le pouls, on ressent grâce au patient, on va lui dire ce qui ne va pas. Et là aussi, moi, ce que j'adore dans la PBA, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'un tas de méthodes de développement personnel. On parle beaucoup de blocages. Moi, je préfère parler de mémoire. Mais surtout, ce que j'aime, c'est apporter le côté positif. Tout à l'heure, je te disais par rapport au livre de Pierre Noël sur les blocages, qui est un livre qui est passionnant. Moi, je l'ai lu il y a 9 ans, ce livre, quand on m'a parlé du docteur Delatte pour la première fois. Alors voilà, c'est celui-là. Voilà. Libérez-vous de vos blocages. Et ce livre-là, Brique. à chaque ligne, quand tu le lis, tu te dis, je l'ai. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti il y a 9 ans. Et d'ailleurs, je ne l'ai plus relu depuis 9 ans. Je me disais, je l'ai. Ah, ben ça, c'est moi. Ben ça, c'est moi. Ben ça, c'est moi. Et la méthode telle que je l'ai faite évoluer, le patient, il sait ce qui ne va pas chez lui. Le patient, quand il vient, il sait s'il a des blocages liés à l'impuissance, s'il a du mal à se construire au niveau professionnel, etc. Mais c'est une connaissance intuitive. Il ne sait pas ce qu'il y a. Oh, très souvent, il le sait. Ah. Le patient, quand il vient, il va vous dire « J'arrive pas à réussir ma vie professionnelle, j'arrive pas à rencontrer la blonde de ma vie, je n'arrive pas à ceci, je n'arrive pas à cela. » Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de l'amener sur tous les côtés positifs des blocages. Parce qu'un blocage, quand c'est là, ça nous a peut-être sauvé notre vie à un moment donné. Alors oui, aujourd'hui, il n'a plus lieu d'être, donc ça va venir nous perturber. Mais en même temps, quel est cet aspect positif du blocage? Un exemple très simple, c'est la mode, le lâcher-prise. Tout le monde veut lâcher prise. Il y a des tas de gens qui veulent lâcher prise. Puis qui ne savent pas comment. C'est la mode. Mais quelqu'un qui a du mal à lâcher prise, l'exemple que je donne tout le temps, c'est quelqu'un qui est déterminé. C'est-à-dire que le terrain du lâcher-prise, c'est la détermination. Et le patient, je lui dis alors, si on vous enlève le lâcher-prise, on vous enlève votre côté déterminé. Ah non, Madame Rousseau, je veux le garder. Alors, on enlève l'excès de manière à ce que vous gardiez ce qui est riche chez vous, c'est votre côté déterminé. Et une séance de PBA qui est réussie, c'est quand à la fin d'une séance, le patient nous dit, finalement, j'ai presque envie de les garder, mes blocages, parce que tels que vous m'en parlez, ils sont plutôt intéressants. Ah. Et c'est ce que j'aime. Et très, très peu de méthodes aujourd'hui nous amènent à ça. Et tu dis, je pense que c'est sur le site ça s'appelle comment déjà l'Institut PBA? Oui, Institut Dr Pierre-Noël Delatte de psycho-bioacupressure. Vous irez voir ce site-là, c'est vraiment passionnant. Il y a plein d'informations là-dessus. Puis on va parler de la formation que vous donnez aussi, qui est extraordinaire. Là. Mais il disait là-dessus que des fois, les patients pouvaient ressentir
le déblocage quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard? Comment ça se fait? Alors, chez les bébés, chez les enfants, c'est très rapide. Un bébé, je peux vous dire, ça peut mettre quelques heures, à peine quelques jours. Nous, les adultes, on a notre mental qui est là. Donc, c'est vrai que ça peut mettre plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et c'est aussi pour ça qu'on espace les séances de plusieurs semaines. Parce que quand on travaille, on libère les blocages, mais il reste des automatismes. Si on a un patient qui vient pour arrêter de fumer, par exemple, on travaille les blocages liés à la prise de nicotine ou autre. Surtout qu'ici, on ne prend pas que la nicotine. Oui. Ça, on est très libéral. C'est très libéral, voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que on va pouvoir venir ressentir les blocages qui perturbent. Mais si le patient a l'habitude, quand il prend sa voiture et qu'il y a une lumière, pour les Français, la lumière, c'est le feu rouge. Ici aussi. D'accord. De s'arrêter, de prendre une cigarette dans le sac. En partant, premier feu rouge, il s'arrête et il prend une cigarette. C'est l'automatisme. Oui. Donc, on a des personnes qui vont se libérer de l'automatisme très rapidement. En quelques jours, c'est fait. Il y en a, ça peut être quelques mois. Et donc, on va espacer les séances. Et c'est aussi la plus-value de la PBA. C'est qu'il n'y a pas une dépendance vis-à-vis de son praticien PBA. Et on peut traiter une personne en combien de séances, dépendamment des blocages, là, c'est sûr, mais une personne standard? Alors, quand un patient vient nous voir, je ne sais pas en début de séance si je vais le revoir. C'est à la fin de la séance, en fonction du travail, que je vais tester. C'est le patient, toujours par la prise du pouls, qui me dira si on se revoit ou pas. Si on se revoit, c'est le patient, toujours par la prise du pouls, qui nous dira si c'est au bout de 6, 8, 10, 12, 14 semaines. C'est vraiment le patient qui est artisan de sa propre libération et qui nous dit ce qui est le mieux pour lui. En moyenne, tu me diras, toi, Audrey, moi, sur une année, un patient, je le vois 3 fois. Ah! Ouais. J'ai une question. Tu as une question? Moi, Oui? je connais rien dans ça, mais je croyais que c'était juste pour des problèmes physiques, mais c'est aussi des problèmes, comme j'ai vu, ça peut être d'autres. C'est quel élément que vous traitez? Parce que je pensais que c'était juste physique au début. Alors, c'est une question qui est intéressante. Je vais faire une réponse telle que la faisait le docteur Delatte. Parce que très très régulièrement, lorsque les patients prennent rendez-vous, ils vont nous dire « Ah ben voilà, Mme Rousseau, j'ai une tendinite ou j'ai une capsulite, est-ce que vous pensez que vous pouvez m'aider ?» Le docteur Delatte disait « On travaille, on ratisse très large et après on compte les points. Après on voit où c'est venu marcher. » Il est évident que de plus en plus on s'accorde pour dire qu'au niveau émotionnel, on va avoir un impact, au niveau du physique. Ouais. Mais pour ma part, ça ne serait pas déontologique de dire à un patient « Oui, venez, vous avez une tendinite, vous allez voir, vous allez vous allonger et puis ça va partir. » Je ne le fais jamais. Je respecte trop le métier de thérapeute pour m'engager à ça, même si je sais, au fond, que je sais où aller. Mais je ne vends pas de rêve à mes patients. La question, c'est parce que tantôt, vous parlez d'un problème, quelqu'un qui disait « J'ai un problème à me réaliser dans ma vie professionnelle. » Oui. Là, je me dis, waouh, je connais rien dans votre technique, mais même des choses comme ça, mettons, je pourrais vous rencontrer pour ça, j'ai un problème à me réaliser dans ma vie professionnelle? Oui, bien sûr. Oui, okay. Ah oui, complètement. Oui, on a des personnes qui ne se réalisent pas au niveau professionnel parce que elles ont peur de l'échec, donc elles vont pas au bout, ou alors parce qu'elles ont peur de la réussite, donc elles ne commencent pas. Souvent, les patients ne savent pas la différence entre la peur de l'échec et la peur de la réussite. Ouais. Quelqu'un qui a une peur de l'échec ne va pas au bout. C'est-à-dire qu'il entame quelque chose, et puis ce sont les patients qui viennent et qui disent « Je ne vais jamais au bout, Madame Rousseau. » La peur de la réussite, le patient n'y va pas, il ne commence pas. C'est pas pareil, donc on ne peut pas aborder de la même manière. Mais c'est de l'auto-sabotage aussi, parce que j'avais une cliente qui me disait « Dès que je suis sur le point de réussir, je fais quelque chose qui m'auto-sabote automatiquement. Oui. Ça, c'est un blocage aussi. Oui, ça peut être une forme d'auto-sabotage. Alors après, l'auto-sabotage, nous, très très rapidement, on va l'identifier en PBA au début de la séance, quand on va tomber sur une mémoire qui s'appelle la culpabilité d'exister. Exister, qu'est-ce que c'est? Ister, c'est être. Ex à l'extérieur. Donc c'est réaliser les désirs et les envies que nous avons à l'intérieur, de pouvoir les réaliser à l'extérieur. Et c'est vrai que dès le début, on va sentir quelqu'un qui est dans l'autosabotage. Oui. Ah oui. Oui. Mais quand on fait ce genre de traitement-là pour un patient, c'est pas très long la rencontre. 1 heure. 1 heure, quand même. 1 heure. Un enfant, 1 demi-heure et un bébé, 20 minutes. Un fœtus, encore moins. Puis, qu'est-ce qui amène une maman à dire « Pouvez-vous traiter mon bébé dans mon ventre? » Larme arrive à ce
Là, on arrive à ce que j'aime. Ça, c'était la mise en bouche. Moi, j'adore les séances avec les mamans, avec les enfants, avec les bébés. J'adore, pourquoi ? Parce que j'aime aller décortiquer les naissances. J'aime lorsqu'une maman vient, très souvent une maman qui accouche par césarienne culpabilise parce qu'elle n'a pas pu mettre son enfant au monde par voie naturelle. Et là, de venir lui expliquer qu'est-ce que c'est qui va déclencher une naissance par césarienne et l'avantage à naître par césarienne. Alors, les mamans qui écoutent, en général, une mémoire par césarienne, on a très souvent affaire à une maman qui porte un regard sur le papa, elle peut s'en rendre compte, hein, au niveau inconscient, on a toutes les pensées qui sont conscientes, on a toutes les pensées qui sont inconscientes, avoir un petit manque de reconnaissance à l'égard du papa. Soit elle, soit sa mère, soit sa grand-mère. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin hein, en PBA. Le regard sur le papa est un peu sévère et la maman a l'impression que papa n'est pas présent comme elle aimerait pendant la grossesse. Alors admettons que le papa est là 6 jours par semaine pour tout faire pour sa femme, mais elle veut qu'il soit là 7 jours par semaine. Elle va ressentir ce petit manque de reconnaissance à l'égard du papa. Je dis manque de reconnaissance quand je m'adresse à une maman qui est là avec son enfant. Après, ça peut aller plus loin. Ça peut être une maman qui méprise le père, attention. Ouais, hein. Ouais. Et à ce moment-là, le bébé va le sentir in utero. Du coup, il va avoir de la difficulté, il va avoir de la misère, comme vous dites, à se renverser, à aller vers son père et à s'ouvrir au monde et aux hommes. Donc là, on va avoir une césarienne. Et le gros avantage de la naissance par césarienne, c'est que du coup, on va stopper cette mémoire qui est la mémoire du manque de reconnaissance, voire du mépris à l'égard du père. Et là où la PBA est une méthode extraordinaire, c'est qu'on va pouvoir expliquer l'avantage à la maman. Le gros avantage, je me souviens un cas que nous avons eu il y a quelque temps sur Bussy, dans la région parisienne. Une maman qui vient nous voir parce que son enfant a beaucoup de difficultés à être concentré à l'école. Le mettre à un bureau, un stylo, un papier et écouter, c'est pas possible. Et là, je lui dis, mais il est né par césarienne. Oui, Madame Rousseau, en effet, il est né par césarienne. Sa créativité, quand il est né, il n'est pas passé par le tunnel pelvien. Il n'est pas passé par le chemin conventionnel. Il n'a pas pris le chemin classique. Donc lui, ses cellules, qu'est-ce qu'elle mémorise ? Quand je veux me créer, quand je veux me réaliser, je ne dois pas le faire comme les autres. Et donc, j'ai dit à la maman, vous lui faites faire les devoirs par terre dans la salle de bain. Pour vrai ? À l'école, qu'il ait un stylo original, mais pas un stylo bic bleu comme les autres, vous voyez ? Et là, on voit tout de suite les petits changements chez l'enfant. Parce que ça fait appel à sa créativité. Oui, parce que c'est sa créativité, c'est son empreinte de naissance. Wow. Quand il est né, ça ne s'est pas fait par le même chemin que les autres. Donc, pour me réaliser, je ne vais pas faire comme les autres. Et puis, j'ai 100 000 questions. Ouais. Les forceps, les ventouses. Oui. Un enfant non désiré. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non. La volonté, c'est quelque chose de conscient. Le désir, c'est quelque chose d'inconscient. Et très souvent, on a des adultes qui viennent avec un mal-être et qui nous disent, de toute façon, je n'étais pas désiré. Et je leur dis, c'est pas possible. La pensée est créatrice, c'est un des piliers de la physique quantique. Si vous êtes là, c'est qu'on vous a pensé. Sinon, vous ne seriez pas là. Donc, il y a toujours un désir, ne serait-ce que le désir d'assurer la pérennité de l'espèce humaine. Quel est le petit enfant ou la petite fille qui n'a pas joué au papa et à la maman quand il était petit ? Wow! Oui. Et, moi, je suis adoptée, entre autres. Tu dois déjà le savoir, j'imagine. J'ai rien dit. Bon, comment ça te connaître? Qu'est-ce que ça a comme impact, à part la blessure de rejet, d'abandon, là, qu'on connaît tous? Puis, on vient de découvrir que ma mère, elle a donné d'autres enfants en adoption aussi après moi. Alors, quel impact ça a sur ces enfants-là? Puis, elle a d'autres enfants qu'elle a gardés aussi. Tu sais, ça fait une famille un petit peu bizarre. Ça donne quoi comme richesse puis comme blocage? Et ça donne une très belle femme, hein, on le voit. On le voit. Alors, je vais commencer tout de suite avec les aspects positifs parce que regarde, Diane, le métier que tu fais. Un enfant qui mémorise l'abandon, d'abord, c'est une mémoire qu'on a tous. Ça, c'est une mémoire archaïque. Nous sommes des mammifères, donc qui ne porte pas la mémoire d'abandon? En général, on le trouve chez tous les patients à plus ou moins des degrés plus ou moins différents. Regarde-toi, tu fais un métier, tu es dans l'amour, tu es dans la relation d'aide, tu es dans la bienveillance.
Il n'y a pas besoin de te fréquenter pendant longtemps pour savoir que si on a besoin de toi, on t'appelle et tu seras là. Les personnes qui se sont senties abandonnées, ou dans ton cas, qui ont été abandonnées, très souvent, on peut compter sur elles. Ce sont des gens qui vont se rendre vraiment indispensables parce qu'on n'abandonne pas les gens indispensables. Et si tu regardes, tu as pas mal de gens qui vont avoir besoin de toi. D'accord ? Le côté qui est moins positif, c'est cette sensation d'abandon qu'on peut s'étreiner. Même en étant entouré, il y a toujours un petit sentiment de solitude qui est là. Après, comment je travaille de plus en plus la mémoire d'abandon ? J'ai une grande passion, c'est l'embryologie. Or, lorsqu'on a un spermatozoïde qui fusionne avec un ovule, pour pouvoir avoir un embryon qui se développe, il nous faut une première cellule qu'on appelle la mitose. La mitose, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vient et elle se sépare. Donc la mémoire d'abandon, on l'a tous. La séparation, c'est quelque chose qu'on porte tous en nous. Elle se sépare, mais elle se partage. Donc si tu as une mémoire d'abandon, tu es quelqu'un dans le partage. Ah, waouh! Et regarde de ton cœur, tu vas être quelqu'un de généreux. Wow. C'est chouette d'être abandonné. Oui. Ah, mais si, j'ai découvert beaucoup d'avantages avec les années. C'est ça. J'avais une cliente la semaine dernière qui me disait, moi, j'arrive pas à concevoir. Puis j'ai vu que il y avait quelque chose d'extraordinaire qui s'expliquait avec la PBA. Oui. Alors, une patiente qui vient me voir et qui me dit « Je voudrais être maman, je n'arrive pas à réaliser mon projet d'être mère ». Déjà, je lui explique que jusqu'à aujourd'hui, c'est sans doute la meilleure chose pour elle. La nature fait bien les choses. Là-haut, comme je dis, ils font bien les choses. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Après, quand on a affaire à des personnes qui ont du mal à concevoir, très souvent, on a des mémoires qui concernent les parents. Par exemple, une peur de recréer le schéma parental. Donc du coup, le meilleur moyen, c'est je suis seule et je ne fais pas d'enfant. Ça, c'est le meilleur moyen. Après, ce que je peux aller chercher, c'est ce que j'appelle les coupures avec la polarité féminine. Les coupures avec la polarité féminine, c'est l'enfant qui grandit, qui regarde son parent, sa mère, et qui se dit, plus tard, je ferai tout, mais pas comme elle. Et l'enfant grandit, il observe maman, et se dit, tout sauf comme elle, tout sauf comme elle. Adulte, il est coupé de son arbre généalogique du côté de sa mère. Et là, ça déglingue tout dans la vie. C'est comme si tu prends ta voiture avec son GPS, tu enlèves les coordonnées de départ, la voiture ne peut pas avancer. Même si tu sais où tu veux aller, je veux me réaliser, je veux avoir un enfant, je veux faire ceci, je veux faire cela, mais d'où je viens ? Je me suis coupée de mes racines du côté de ma mère. Et donc là, on libère les blocages qui concernent la coupure avec la polarité féminine. Et surtout, je donne 2 petits exercices, 2 actes symboliques à faire. Est-ce que tu nous les partages? Bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Le premier acte symbolique, c'est que je demande à mon patient de réaliser l'arbre généalogique du côté de sa maman, uniquement de sa maman. Donc la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, etc. 1, 2, 3 générations, peu importe. Et puis quand on ne sait plus, en haut, dans l'inconscient collectif, je considère qu'on descend d'Ève. Donc si la personne est OK, je lui dis vous mettez Ève si ça vous parle. Et au-dessus, votre croyance, si ça vous parle aussi, si vous en avez une. Dieu, Bouddha, Jésus, l'univers, peu importe. Mettez votre croyance. Et tous les jours, pendant 1 mois, vous regardez cette lignée et vous les remerciez. Vous remerciez vos ancêtres féminines. Merci, grâce à vous, je suis là. Ça, c'est le premier acte que je leur fais faire. C'est très touchant. Oui. Et le deuxième acte est plus délicat. Le deuxième acte, je leur fais répéter une phrase. Donc, je leur demande s'ils ont un cellulaire et s'ils reçoivent des notifications sur cellulaire. En général, c'est oui. Et je leur dis, à chaque fois qu'il y a une notification, avant d'aller la voir, ou à chaque fois que le téléphone sonne, avant de décrocher, vous répétez une phrase à voix haute. Au début, ça va être difficile, mais vous allez voir, vous allez y arriver. Et la phrase, c'est « Je suis comme ma mère ». C'est ça, voilà. Et quand le patient réagit comme ça, c'est qu'on est sur le bon acte symbolique. Vous savez, un acte symbolique, quand on le fait faire, il faut que le patient sente qu'il ait du mal. Sinon, c'est pas bon. Là. Il faut qu'il fasse un travail. Pour que ça débloque, tu fais répéter cette phrase-là pour que le patient il finisse par faire la paix avec... Entre autres, et puis surtout parce que si sa maman... Je lui dis d'ailleurs au patient, je lui dis, si votre maman vient d'un pommier, c'est quoi le fruit ? C'est une pomme. Et vous, qu'est-ce que vous êtes ? Vous ne pouvez pas être une fraise. Donc je suis une pomme comme ma mère. Et si maman a si maman a un verre dans sa pomme, ça ne veut pas dire que j'ai un verre dans la mienne. Wow. Oui.
C'est fantastique. Moi, je pourrais faire 4 heures d'émission, facile, là, parce que je trouve ça fascinant. Tu parles des générations, toutes les blessures transgénérationnelles qu'on porte. Tu sais, moi, j'ai retrouvé ma mère en 2003, pour ceux qui le savez, là, probablement, là, en 2003, et je suis allée en 2004 en France, parce que ma mère vient de France, de Toulouse, et avec mes nouvelles sœurs, on est allé rencontrer un cousin qui est, ça se fait pas, là, mais généalogiste. Tu sais, moi, j'ai pas de racines quelques mois plus tôt, et là, je vais rencontrer un cousin qui me dresse toute l'histoire familiale jusqu'en 1600 quelques, là. Et puis, là, il me raconte justement les histoires des femmes de notre famille. Puis je me dis, mon Dieu Seigneur, ça me ressemble. Puis je trouvais que l'espèce d'histoire qui se répétait de génération en génération, d'ailleurs, ça m'a incité à écrire un texte qui s'appelle « Ça arrête à moi ». Parce que, tu sais, il y a eu beaucoup d'abus, il y a eu beaucoup de choses difficiles, je dirais, là, comme dans la majorité des familles. Qu'est-ce qu'on porte, puis comment on fait pour se débarrasser de ce qu'on ne sait pas souvent, là, tu sais, on ne connaît pas toute notre histoire familiale. Il y a tellement de non-dits, de secrets, de choses qu'on ne veut pas aborder, qu'on ne veut pas que ça se sache, que, tu sais, j'allais dire obtus, c'est pas le bon mot, c'est tu, en tout cas. Voilà, ma question est longue. C'est une bonne question. Je vais essayer d'y répondre. Tu as dit un mot qui est très intéressant. Tu as dit il y a plein de secrets. Et quand on travaille en PBA, on travaille la blessure liée au secret de famille. C'est très souvent quand on a affaire à un patient qui vient et qui nous dit j'ai des problèmes de communication. Je vais vérifier s'il n'y a pas des secrets de famille. Oh. Avec le gros avantage de cette mémoire, qui est qu'on a affaire en général à des gens qui sont de parfaits confidents. Et je dis à mes patients, est-ce que vous attirez les gens qui se confient? Ah oui. C'est normal, vous portez les secrets. Mais il n'y a pas besoin de savoir quel est le secret, vous en avez la mémoire. Donc c'est ce que vous vibrez. Du coup, vous allez attirer à vous les gens qui se confient parce que vous êtes une tombe. L'inconvénient, c'est que ça va jouer au niveau de votre communication parce que vous avez une injonction de vous taire puisque vous portez des secrets. Et donc le patient va comprendre pourquoi parfois ça peut être difficile pour lui de communiquer de manière fluide. Mais quand on prend le mot secret, j'aime beaucoup travailler avec la langue des oiseaux, il y a se créer. Donc c'est aussi un blocage qui empêche de se créer. Wow! Qu'est-ce que c'est le langage des oiseaux? Parce qu'on m'en a déjà parlé, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais là-dessus. Alors, si vous voulez des renseignements sur le langage des oiseaux, moi je vais vous citer quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un Français qui s'appelle Thibaut Fortuné, qui est également ostéopathe, qui a écrit des tas de livres sur la langue des oiseaux. Thibaut, si tu regardes la vidéo, j'essaie depuis quelques années de le faire venir à Québec. Ah oui, alors vous êtes bienvenue. Pour qu'il enseigne à mes élèves. Oui. Thibaut, voilà, tu as Diane qui ferait une émission avec toi, c'est quelqu'un de formidable. C'est un jeune papa que j'apprécie beaucoup, qui est un grand formateur, quelqu'un qui a écrit des ouvrages qui sont passionnants sur la langue des oiseaux. Je pourrais te les faire parvenir si tu veux. Et en fait, c'est l'art d'aller chercher le symbole qui va venir se cacher derrière les mots. Et comme le mot, c'est l'énergie, le pouvoir du verbe, hein, c'est bien ce qui est noté, le pouvoir du verbe. On va jouer un petit peu comme ça. Pour toi qui es beaucoup dans ces notions d'amour, eh bien, dans la langue des oiseaux, si je prends le mot amour, je vais avoir l'âme, mais je vais avoir aussi le mot our. Et our, en hébreu, c'est la lumière. L'amour, c'est celui qui voit la lumière partout. Wow. Mon Dieu, on écouterait pendant 2 heures. Toute la journée. J'adore. Je remercie tous les jours Pierre Noël et l'univers parce que j'ai la chance de faire un métier, que ce soit avec mes patients, de venir un petit peu jouer comme ça, décortiquer ce qui les handicape et en même temps les formations, transmettre. Merci la vie, je trouve ça merveilleux. Tu es venue en contact avec Pierre, de quelle manière? Alors, Pierre-Noël Delatte, c'était en 2010, en fait. En ostéopathie énergétique, j'ai trouvé très très rapidement des limites, en fait. J'étais tannée par le patient qui venait, qui avait une tendinite, par exemple, et puis on lui fait une séance d'ostéo, il repart, et puis 3 mois après, il revient, c'est revenu, ça allait bien, c'est revenu. Puis on lui refait une séance, il repart, puis 2 mois après, ça allait bien, puis c'est revenu.
Et puis je me disais, alors, soit c'est que je suis pas bonne, soit c'est qu'il y a d'autres choses, il faut vraiment que j'aille voir ce qui se passe à côté. Et donc j'ai commencé comme ça à aller voir d'autres méthodes pour m'aider, et jusqu'à ce que, en mémothérapie, donc je suis diplômée en mémothérapie, on se retrouve avec un formateur que j'aimais beaucoup à l'époque, qui me dit, on m'a parlé du docteur Delatte. Je ne sais pas pourquoi, Férouz, je vous passe l'information. Docteur Pierre-Noël Delatte. Je suis allée sur Amazon. J'ai tapé Docteur Pierre-Noël Delatte. J'ai commandé les livres que tu as là. Je les ai lus. C'était début 2010. Et j'ai commencé à me faire des points sur moi. Et comment je suis arrivée à la PBA? Tout simplement parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup de crises d'épilepsie. Pour vrai? Oui. Et j'ai cessé les crises d'épilepsie. Et comme on disait tout à l'heure, en étant monitrice de plongée, les crises d'épilepsie, ça faisait pas trop bon ménage. Et jeudi, la PBA m'a remis mon détendeur en bouche. Et donc j'ai écrit au docteur Delatte, qui était en Australie, pour le rencontrer, en lui disant, voilà docteur, j'aimerais vous rencontrer. Il m'a gentiment répondu aussitôt, chère madame, pas besoin de venir en Australie parce que je suis en France dans une semaine. Il était à 20 minutes de chez moi. Ah, wow! Nous nous sommes rencontrés et je dis toujours avec beaucoup de respect, je suis tombée amoureuse de l'homme et de la méthode. Voilà. Wow! Et c'est comme ça que l'aventure a commencé avec Pierre-Noël. Le jour même, il m'a demandé de collaborer avec lui. Nous avons créé l'Institut ensemble. Wow. Voilà. Alors, lui avait découvert ça parce qu'il pratiquait l'acupuncture, puis s'est rendu compte à un moment donné, parce qu'il n'y avait pas d'aiguille, qu'en appuyant quand même sur les points, Oui. ça avait un impact. Tu veux raconter? Oui, Audrey connaît l'histoire, donc peut-être tu aimerais en parler? Oui, avec plaisir. Oui, exactement. En fait, c'est parti d'une méthode d'acupuncture et quand il s'est rendu compte en faisant les points, pour aider d'abord au point de vue physique, quand les gens revenaient, mais le problème physique n'était pas nécessairement toujours parti, mais il disait, je ne sais pas ce que vous m'avez fait, mais j'ai jamais été aussi bien dans ma tête. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que les points qui étaient dessinés sur le corps travaillaient aussi au niveau émotionnel. Et c'est en faisant des recherches, évidemment, échelonnées sur plusieurs années, qu'il s'est rendu compte qu'il a créé les 22 circuits de PBA tels qu'elles existent aujourd'hui. Et où ça en est venu à être de l'acupressure, c'est que lui, il voulait aider les enfants et les bébés. Et il s'est exclu d'aller planter des aiguilles sur un bébé. Donc, il s'est rendu compte qu'il existait une sorte d'acupatch avec une petite bille au milieu qui pouvait aller stimuler les points avec la pression aussi. Et il a commencé en faisant cette méthode-là avec les acupatchs. Et c'est en voulant aider quelqu'un à un moment donné qui était en visite chez des amis, leur enfant était dans le besoin justement au niveau dépression, je crois. Oui, c'est ça, je pense qu'elle avait Oui, pas une adolescente qui n'allait pas bien. Il n'y avait pas son matériel sur lui, alors il s'est dit la seule façon de l'aider, c'est de prendre mes doigts et d'aller appuyer assez fort pour que, justement, comme Férouz expliquait, la pression du point soit imprimée assez longtemps pour que le corps la mémorise. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que non seulement c'était efficace, mais c'était beaucoup plus rapide et que là, il a laissé tomber tout son matériel. Là, la méthode, elle est née en quelle année? Alors, il a mis 20 ans pour la mettre au point, la méthode. Oh. Il a travaillé dessus pendant 20 ans. Pierre-Noël était un homme très, très intelligent et surtout, il vérifiait, il contre-vérifiait, il recontre-vérifiait avant de pouvoir annoncer quelque chose. Ça lui a pris énormément de temps. Et Pierre-Noël disait toujours, la PBA, c'est une matière vivante. Qui évolue. Qui évolue. Et moi, je vois aujourd'hui, souvent je lui parle et je lui dis, mais est-ce que tu savais que ça agissait là-dessus aussi, ce circuit? Je vous donne un exemple qui est en lien avec ce qu'Audrey vient de nous dire. Elle nous a parlé du circuit de la dépression. Il a fait des points à un patient pensant que ça allait l'aider au niveau du genou. Bon, le patient avait toujours mal au genou, mais il a dit au docteur Delatte, waouh, je ne sais pas ce que vous m'avez fait, mais j'ai un super moral. Donc ça, c'était il y a très très longtemps. Les premiers cours avec le docteur Delatte se sont donnés en 2007, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment très 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 récent. Et nous avons créé l'Institut. Officiellement, nous l'avons créé il y a 7 ans. Donc c'est vraiment tout neuf là. C'est pour ça qu'il y a très peu de praticiens. Et donc moi aujourd'hui, je vais plus loin avec ce circuit de la dépression. Parce que je peux très bien avoir affaire à des patients qui n'ont jamais été dépressifs, qui ne se sentent pas sous pression, et pourtant ce circuit sort. Ah oui? Oui, parce qu'en fait, il agit sur autre chose. En fait, c'est un... Je bois ces paroles. En fait, je vais tout simplement poser une question à mes patients. Je vais leur demander si quand ils respirent, ils sont plutôt sur un volume pulmonaire bas. Ce sont les patients qui ont du mal
à pleinement remplir les poumons, parce que c'est un circuit qui agit sur le souffle, n'est-ce pas? Et sans faire d'ésotérisme, le souffle spirituel, l'esprit. Wow! Oui. Donc, des fois, tu vas découvrir des choses, mais c'est pas du tout ce que le patient amène comme problème de départ. Non, mais par contre, ça va lui parler. De toute façon, moi, quand je reçois un patient, je pars toujours du principe qu'il ment. Et oui, parce qu'en fait, le patient, on a tous un mental qui est là. Et comme le Dr House. Dr House, il disait tous les patients mentent. C'est vrai? Oui. Bon, ben voilà. Sauf que j'ai la chance, je suis pas médecin. Il y a plein de choses que je peux dire qu'un médecin n'a pas le droit de dire. Ouais, je ne suis pas embêtée. Donc en fait, je pars toujours du principe, je demande au patient, je lui dis sans me raconter votre vie, pourquoi vous êtes là, puis je note ce qu'il me dit, mais je vais chercher quel est le mensonge. Parce que je me dis que le mental nous fait bloquer sur un problème, mais en réalité, le problème n'est pas là. C'est autre chose qui se cache derrière. Oui, et c'est ça, et c'est fabuleux, parce que du coup, le patient repart en portant un regard différent sur ce qu'il a handicapé. Or, quand on parle de guérir, même si on n'a pas le droit d'employer le mot guérir, parce que je ne suis pas médecin, guérir, pour moi, c'est porter un regard différent sur sa réalité. Mais est-ce qu'en tant que thérapeute, j'ai le pouvoir de changer la réalité des gens? Non. Par contre, les amener à changer le regard qu'ils portent sur la réalité, oui. Donc en fait, si on les amène à voir que ce qu'ils pensaient être un handicap n'en est pas un et que le vrai problème était là, jackpot. Wow! Oui. C'est extraordinaire parce que il n'y a comme pas de limite. Puis depuis que le docteur Delatte est décédé, tu as continué, pas seulement de faire vivre la méthode, mais de la faire évoluer. Audrey en est un bel exemple. Elle a appris. Tu es en train d'être formée pour devenir formateur à ton tour, formatrice à ton tour. Puis là, au moment où on tourne, à partir de demain, il y a une formation à Montréal. Oui. Et je pense que c'est la semaine prochaine ou dans 2 semaines à Québec. Oui, aussi. c'est ça. Alors, t'es Nice, Marseille, Québec, île de la Réunion, Nouvelle-Calédonie. Wow. En France, je fais Paris, Lyon, Marseille. Oui, Nouvelle-Calédonie, île de la Réunion, Chicago. Oui, c'est vraiment une méthode qui connaît un beau succès. Dernièrement, j'ai présenté la méthode en Israël. Wow. Voilà, c'est vraiment une méthode qui s'internationalise, mais comme je vous disais, je pense qu'on a cette plus-value qui est de parler des blocages, de parler des mémoires émotionnelles avec tout leur côté positif. Et c'est ça que je trouve fabuleux, parce que le patient, quand il repart, il est juste à la limite content d'avoir ces blocages, parce qu'il voit tous les aspects positifs. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple de l'enfant qui naît par césarienne, mais vous avez par exemple l'enfant qui naît par forceps. Souvent, on a des mamans qui viennent parce que l'enfant a commencé ses activités extrascolaires, il doit faire du soccer ou je ne sais quoi, et impossible de le faire jouer en équipe. Ou au contraire, excusez-moi, l'enfant est né par forceps et on lui fait faire un sport plutôt individuel, quelque chose qui va travailler tout seul. Et là, j'explique à la maman, je lui dis, mais non, votre enfant, il faut qu'il fasse du soccer, parce qu'il est né par forceps, on l'a aidé dans sa créativité, donc lui, il se réalise, mais en équipe. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour travailler en équipe, votre enfant, il est fait pour être dans une équipe. Wow. Voilà, c'est ça. Wow. C'est ça. Alors, une maman qui veut son enfant faire du piano tout seul, non, il n'est pas fait pour faire du piano tout seul. Mettez-lui quelqu'un à côté, il fait du piano à 4 mains, vous allez voir. Et tout de suite, ça marche, là, c'est super. Tu as une passion pour les histoires de naissance aussi. Oui. Ah oui, parce que pour moi... Tes yeux s'allument. Oui, parce que je pense que toute notre vie, c'est copier-coller. Copier-coller. Vous savez, Bill Gates disait Intel inside, l'intelligence à l'intérieur. Eh bien, nous, c'est pareil. Les informations, elles sont à l'intérieur. Donc, il faut juste aller les chercher, et puis les refaire circuler. Pour moi, la PBA, c'est ça. Pour moi, quelqu'un qui va pas bien, c'est une information qui sort. Quand on prend, par exemple, donc je disais, pourquoi cette passion pour la vie intra-utérine, et je citais Bill Gates qui parlait de Intel inside, l'intelligence à l'intérieur, la matrice, l'utérus. Toutes les informations sont là. Ce qu'on a pu ressentir de la maman, ce que la maman a pu éprouver, non pas ce qu'elle a transmis, parce que beaucoup de mamans culpabilisent. Si elles ont eu un coup de stress pendant la naissance, pendant l'accouchement, pendant la grossesse, elles viennent et puis elles le disent, voilà, j'ai transmis à mon enfant. Non, vous avez transmis votre amour, l'enfant est venu s'imprégner, parce qu'en fait,
une maman qui est stressée pendant sa grossesse va sécréter les hormones anti-stress, cortisol, noradrénaline, etc. Ces hormones viennent teinter le liquide amniotique, l'enfant va goûter à un stress, il va fabriquer ces hormones anti-stress. Parfois, il en fabrique trop, il s'auto-stresse. Donc déjà, faire déculpabiliser la maman, si votre enfant est anxieux, c'est pas sa faute. C'est lui qui... Et puis, comme je vous disais, voilà, c'est vraiment des copier-coller. Et quand on prend une vie intra-utérine, quand on prend une naissance, on sait exactement ce qui se profile. Donc, quand un adulte vient, qui me dit, voilà, je viens vous voir parce que à chaque fois que j'ai quelque chose à faire, j'ai peur de pas y arriver, j'ai peur de pas m'en sortir. Bon, je vais vérifier s'il n'est pas resté coincé pendant la naissance. C'est le coup classique. Parce qu'il suffit qu'une fraction de seconde, on reste coincé dans la filière pelvienne, ou même par césarienne. Parfois, on a des enfants qui naissent par césarienne, et non seulement par césarienne, mais en plus, on va les chercher par césarienne et au forceps. Eh bien, cette peur de ne pas y arriver, de ne pas s'en sortir, elle est mémorisée. Mais sur le moment, quand l'émotion est là, la peur de ne pas y arriver, de ne pas s'en sortir, elle est douloureuse, cette émotion. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en coupe. On ne va pas la ressentir. Donc, nos cellules vont la mémoriser, et en grandissant, on va, malgré nous, créer des contextes où on se remet dans la situation, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas m'en sortir, pour justement pouvoir ressentir pleinement cette émotion et s'en libérer. Parce que pour s'en libérer, il faut la ressentir, il n'y a pas de secret. C'est pour ça que dans notre vie, on passe notre temps à ressentir des émotions. Et donc, on libère cette peur de ne pas y arriver, de ne pas s'en sortir, qui entraîne en général, comme autre mémoire, le manque d'assurance. Donc là, c'est facile de dire aux patients, écoutez, vous manquez d'assurance, oui. Mais c'est normal parce qu'il y a une peur de ne pas y arriver, de ne pas s'en sortir. Du coup, vous n'osez pas faire les choses. Oui, c'est ça, Madame Rousseau. Mais dans la peur d'oser, le cerveau, qu'est-ce qu'il entend? Il entend le mot d'oser. Donc ça veut dire que dans votre terrain positif, vous êtes quelqu'un d'entier, vous travaillez dans les extrêmes. Je fais en grand ou je ne fais pas. La peur d'oser, c'est je fais, je gagne ou je joue pas. Voyez? Et du coup, la peur d'oser entraîne de l'immobilisme. Et comme ça n'est pas dans votre nature d'être dans l'immobilisme, votre être profond vous met mal dans votre peau. Donc aujourd'hui, si vous êtes mal dans votre peau, tant mieux. Ça veut dire que comme vous fonctionnez, c'est pas le vrai vous. Vous voyez ce que je veux dire? Wow. Et accessoirement, il y a une prise de poids parce que l'immobilisme, les lois de la physique nous font grossir. Et voilà comment on fait perdre 10 kilos. Wow! Je suis flabbergastée, vraiment. C'est impressionnant. Oui, et moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Il y a cette partie de vie intra-utérine. Et ce que j'ai beaucoup développé ces dernières années, c'est ce que j'appelle les schèmes des blocages émotionnels. C'est toute l'arborescence quand on part d'un blocage et qu'on voit tout ce qui se met en place dans le comportement du patient et qu'on va venir déverrouiller et expliquer au patient pour que ça fasse sens. C'est comme une première vanne que tu rouvres, puis que l'eau se met à circuler, puis qui ouvre les autres les unes après les autres. C'est exactement ça, en fait. J'aime bien, vous savez, les dominos, là, quand on est là, c'est pareil. Wow. Et puis hop, on arrive, et là, c'est... Wow. C'est chouette. Qu'est-ce qui t'a amené, Audrey, à t'intéresser à cette méthode? Comment tu l'as connue? Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait cette méthode-là dans justement un stage de yoga, méditation et tout ça, où que j'étais moi-même en remise en question au point de vue professionnel. Et c'est un coup de foudre, ça m'a parlé tellement fort. Puis au début, je m'étais dit, je vais commencer graduellement à temps partiel. J'avais un commerce, je vais faire opérer les deux. Mais à partir du moment que j'ai commencé la formation, tout s'est enclenché, c'était tellement... Wow! Je pouvais pas faire autre chose. Puis aujourd'hui, tu es praticienne en PBA. Donc, tu reçois des clients, puis tu les traites. Oui, exactement. Tu fais ça à temps plein. Oui. Wow! Oui, j'ai commencé en fin 2017, puis à temps plein depuis 2018. Comment ça se fait que c'est la première fois que j'entends parler de ça? Moi, c'est Lucie Douville du magazine Vive que je remercie pour cette merveilleuse découverte. Comment ça se fait qu'on ne connaît pas ça? Là, tu es au Québec pour tout le mois de juillet. Tu t'installes à Montréal, tu fais la formation ici. Puis j'imagine que tu reçois des patients aussi. Absolument. Alors moi, officiellement, je suis travailleuse québécoise. Pour vrai? C'est de là, tannée, lumière, blonde. Officiellement, voilà, c'est pour ça. Officiellement, je suis travailleuse québécoise.
Et je demande une résidence d'ailleurs ici parce que je suis tombée en amour avec le Québec quand je suis venue la première fois. Le docteur Delatte, je vais vous raconter une anecdote en espérant ne pas avoir besoin de me faire des points pour l'émotivité. La dernière fois que nous nous sommes vus, nous étions dans le sud de la France, nous venions d'animer un stage ensemble. Pierre Noël devait rentrer en Australie où il vivait avec sa famille, son épouse et ses enfants. Moi, je partais enseigner à Boston et on devait se retrouver à Trois-Rivières. Et au moment où j'ai pris l'avion, j'ai appris qu'il était décédé. Ça a été très 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 difficile. Et ça n'a pas toujours été facile de développer au Canada parce que parfois on rencontre des personnes qui sont les bonnes personnes pour un temps et puis après les chemins se séparent, etc. Et puis on peut pas plaire à tout le monde non plus. J'ai une personnalité plutôt young, c'est ça. Et donc du coup ça a toujours été difficile. Plus ou moins, et je me suis toujours accrochée à ça, c'est que à chaque fois que je viens ici, c'est comme si je le retrouvais parce qu'on devait se retrouver ici. Ouais. Et Pierre Noël m'avait demandé, il m'avait dit, je veux que la PBA soit au Canada. Pour lui, c'était une priorité. Le Québec, d'abord, vous appartenez à notre histoire, on appartient à votre histoire, c'est ça. Et Pierre Noël avait cet attachement avec le Québec qui était... moi j'étais bluffée. Et du coup, quand parfois c'était difficile au Canada, je me disais, maintenant je lui ai fait une promesse et je suis bien ici et ma fille est bien ici et on est bien ici et voilà. Mélodie, quand elle rentre en France, c'est toujours en pleurant, elle comprend pas, elle a 12 ans et demi, elle comprend pas pourquoi on l'a fait rentrer en France, mais voilà. Donc du coup, c'est vrai que moi je suis travailleuse québécoise, que je consulte donc aussi bien à Québec qu'à Montréal, Québec etc. Quand je me déplace, etc. Je donne des formations donc sur Québec, sur Montréal, mais j'ai la chance d'avoir Audrey qui est en formation pour être formatrice et vous avez ici 2 personnes qui sont Geneviève j'ai oublié son nom, Pelletier qui est à Sherbrooke et Manon Billette qui est à Montréal, qui sont 2 praticiens niveau 5 qui sont déjà des formatrices et qui font tout au long de l'année des formations de prérequis et de niveau 1. Alors pourquoi il y a très peu de monde aussi bien en France qu'à travers le monde? Parce que je suis toute seule pour enseigner tous les autres niveaux de formation. Oh là là! Donc là je suis à Québec jusqu'au 27, je décolle le 26, j'arrive le 27 en France, je repars le 28 pour donner un cours à Nantes pendant 5 jours, je redécolle le 5 pour l'île de la Réunion jusqu'au 10 au soir. J'arrive le 11 en métropole et je repars le 12 pour Nouméa. Donc, étant toute seule, pour faire tous les autres, et ça fait des années que ça dure, c'est ce qui fait qu'on a très peu de praticiens. On est au tout début, en fait, au Canada et dans beaucoup d'autres pays. On est au tout début de l'aventure PBA. Mais ça va exploser quand même, là, parce que... Je pense. Mais écoute, la méthode, je disais que les gens disent que ce qui nuit à la méthode, c'est quasiment trop beau pour être vrai, comme on dit ici. C'est que c'est facile, c'est rapide, c'est pas douloureux, parce que il y a une autre méthode que je nommerai pas, dont j'ai déjà entendu parler, que on utilise un peu le EFT, puis tout ça, mais ça fait vivre des choses extrêmement douloureuses aux patients. Puis des fois, les conséquences sont longues à guérir. Oui, ce qu'on appelle la catharsis, absolument. Moi, c'est pour ça que j'ai mis de côté d'autres méthodes que je suis allée voir, justement, comme je disais tantôt, parce que j'ai trouvé des limites à l'ostéopathie énergétique et l'EFT que j'ai pratiqué pendant longtemps, ayant été formée aussi bien en France qu'aux États-Unis, de voir les patients dans tous leurs états, là, pour moi, ça n'avait plus de bon sens de faire ça. Et je me disais, mais non, il n'y a pas besoin de ressouffrir aussi fort pour aller mieux, heureusement. Alors oui, il faut venir reconnecter des petites choses, mais en même temps, on n'est pas obligé de faire de psychanalyse, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, en PBA, on rééquilibre le système énergétique en début de séance. Ensuite, on a accès au blocage émotionnel. Et tout au long de la séance, on va s'attacher à ce que le patient reste sur de bonnes énergies. Ce qui fait que ce que tu décrivais, la catharsis, quand on est très mal, après avoir consulté quelqu'un, c'est rare. Ça peut arriver rarement si on travaille un syndrome du jumeau perdu. C'est une autre spécialité, ça, le syndrome du jumeau perdu. J'adore. Mais voilà, c'est très rare. Bon, après, quand on est triste, c'est qu'on fait le deuil. Donc c'est vrai que parfois, voilà, ça passe par cette émotion de deuil. Avec ce côté positif qui est de faire le deuil. Tu vois, j'avais une cliente justement qui elle avait une jumelle, mais à la naissance, lequel qui a survécu, la jumelle n'a pas survécu. Puis je voyais à quel point elle portait...
j'oserais pas dire de la culpabilité, mais un poids assurément là, par sûr. rapport à tout ça. Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors ça, c'est un des livres que j'écris en Oui. PBA. Comme je te disais tout à l'heure, j'écris 3 livres que je ne suis absolument pas pressée de publier. Au grand regret de mes stagiaires. En effet, et de tes clients. Oui, parce que je prends mon temps, parce que ça évolue beaucoup, parce que j'aime ça, et que du coup, une fois que c'est terminé, c'est terminé. Donc, je dois avoir un blocage et la peur du vide derrière. Mais Donc, t'en fais d'autres dans ce temps-là. Oui. Mais le syndrome du jumeau perdu, c'est une autre grande passion que j'ai. D'abord parce que dans ma famille, on fait des jumeaux à chaque génération. Vrai? Souvent, on dit que ça saute, mais quand on prend l'arrière-grand-mère, la grand-mère, ma maman, et puis ma fille, Ta fille, c'était... qui n'était pas toute seule. Ah, voilà, c'est vrai. c'est ça. Vous avez des médecins comme le docteur Claude Imbert qui ont beaucoup écrit sur le syndrome du jumeau perdu. C'est vrai qu'en PBA, on a une manière de l'aborder qui est très, très, très passionnante. Je vous donne un exemple dernièrement avec une maman qui m'emmène son enfant parce qu'il se fait taper à l'école, il n'arrive pas à s'affirmer, il est toujours dans les excès, etc. Et dès le départ, je lui trouve... On identifie très vite un jumeau perdu parce que dans les déblocages, il y a 2 mémoires qui sortent tout de suite. Ah! C'est la blessure d'abandon et la culpabilité d'être la cause de la mort de mon jumeau. Ouais. Tout de suite. Donc là, on teste si on peut le travailler ou pas, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à entendre. Parce qu'elles ne le savent pas, des fois. D'abord parce qu'elles ne le savent pas. Moi, je suis très très en colère, si je peux le dire, contre beaucoup de thérapeutes qui annoncent comme ça à des patients qu'ils avaient un jumeau, et après, qu'est-ce que j'en fais? Alors, j'ai des patients qui viennent me voir, qui me disent, j'ai fait une séance d'hypnose, on m'a dit que j'avais un jumeau. Et alors, en PBA, on va leur expliquer... est-ce que il y a une grande mode en ce moment, c'est les pervers narcissiques manipulateurs. Oui. Est-ce que vous avez tendance à attirer à vous les gens qui essaient de prendre le dessus sur vous? Très souvent, on a un jumeau perdu derrière. Mais un blocage, ça suffit pas. Il faut vraiment les associer à d'autres blocages. Si on n'attire pas à soi les gens qui essaient de prendre le dessus sur nous, on a des gens qui ont toujours ce sentiment d'infériorité par rapport aux autres. Pourquoi? Parce que chez les jumeaux, si on les observe, si vous en connaissez, on a toujours un fort, un faible. Un dominant, un dominé. Ouais. Un extraverti, un introverti. Absolument. Un cérébral, un manuel. Parce qu'in utero, ils font un deal. Je suis le dominant, tu es le dominé. Je suis l'intellect, tu es le manuel, n'est-ce pas? Et donc, adultes, comme ils ont connu ça in utero, c'est leur référence. Eh bien, ils vont le recréer. Mais vous allez aussi trouver des personnes qui sont trop fusionnelles dans leur relation de couple, si bien que le partenaire s'en va tout le temps parce qu'il se sent étouffé. Ou la personne elle-même qui met en place une relation fusionnelle, elle se sent trop étouffée dans cette relation et elle s'en va. Donc on a des gens comme ça qui ratent leur vie affective. Alors, dire à quelqu'un, vous achetez en double, donc vous aviez un jumeau, pour moi c'est un raccourci. Alors oui, bien sûr que ça peut se mettre en place, mais en même temps, le syndrome du jumeau perdu, c'est quelque chose qui est très 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 fréquent. Et je vais vous dire comment je le travaille en PBA. Alors je vous le dis, c'est une exclusivité à laquelle vous avez droit, parce que c'est un cours que je n'ai pas encore donné. Mais il y a différents types de jumeaux. Alors le jumeau que vous connaissez, c'est l'embryon qui était là, et puis il y en a un qui s'en va très souvent avant les règles, donc avant la première échographie, donc la maman elle le sait pas, voilà, mais il y avait un jumeau, donc on peut demander à la personne est-ce qu'il y a eu une perte de sang au début de la grossesse, d'accord? Mais bien avant ça, il y a un autre jumeau, mais on le sait pas. Alors là, je m'adresse aux personnes qui pensent que l'âme existe. Les personnes qui pensent que l'âme n'existe pas, ce discours va leur sembler un peu bizarre. Mais je pense qu'on a les mêmes croyances. Oui, bon. Tout à fait. Eh bien, on peut avoir besoin, au moment du processus d'incarnation dans la matière, d'une âme qui vient nous aider à la densification. Et c'est juste le moment de la densification et le repart. Ça peut être un premier jumeau. Donc ça, c'est ce que je travaille, le jumeau lumineux. Voilà. Ensuite, on peut avoir, lorsque il y a fusion entre un spermatozoïde et un ovule, on a un œuf qui se balade pendant 7 jours dans la trompe, avant de venir se nidifier dans l'utérus. Cet œuf est nourri par une poche, qu'on appelle la poche vitéline. C'est la première à nous nourrir. Elle peut être considérée comme un jumeau. Le placenta peut être considéré comme un jumeau. Vous voyez, il n'y a pas forcément que l'embryon. Et donc moi, quand j'ai une personne qui vient avec une problématique liée au syndrome du jumeau perdu, il faut d'abord que j'aille vérifier quel est ce jumeau. Parce que le discours ne va pas être le même.
Si j'ai des blocages liés aux jumeaux lumineux, c'est une liste de blocages. Si j'ai des blocages liés à un embryon, c'est une autre liste de blocages. Si je suis sur une poche vitelline, c'est encore un autre blocage. Si je suis sur le placenta, c'est un autre blocage. Donc du coup, il faut faire attention à ce qu'on dit. Et quand on rééquilibre le système énergétique d'un patient, il y a un circuit que je teste. C'est le circuit 2 pour le mental négatif. Mais le 2, c'est la séparation, puisque c'est 1 plus 1. C'est l'unité qui se sépare et qui donne le 2. Donc c'est l'unité, le 1, le spiritus, l'autorité, etc. Et le 2, le féminin, n'est-ce pas? Eh bien, en fonction du degré du besoin du circuit 2, dès le départ, avant même d'attaquer les blocages, je sais si je dois travailler un jumeau ou pas. Wow! C'est passionnant. Wow. C'est passionnant. Audrey n'a pas encore été formée. Et là, je sens dans son énergie. C'est quand. J'aimerais ça qu'on parle de la formation parce oui. que c'est accessible à tout le monde. Oui. Puis il y a différents niveaux de formation parce que j'aimerais que tu fasses la différence ou que vous fassiez la différence entre prérequis et niveau 1. Là. Mais tout le monde peut utiliser cette technique-là pour se soigner. Puis après ça, je vais vous présenter les livres, je l'ai dit parce que je ne veux pas oublier de présenter les livres. Alors, parlez-nous de la formation un peu. Le prérequis, c'est une formation, c'est une journée courte de formation que nous avons lancée il y a 1 an. Tout simplement parce que notre école de formation, notre institut, c'est une vraie école de formation. C'est pas une formation de fin de semaine où on passe une journée ou 2 jours, on repart avec un diplôme. On n'a jamais été formé au métier de thérapeute et on met une plaque. Pour moi, ça, c'est pas possible. Donc, c'est un vrai cursus. Mais on a des personnes, on a des mamans, on a des papas, on a des grands-parents qui ont envie d'aider leurs enfants au quotidien à gérer leur état émotionnel. Et l'année dernière, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens de leur faire payer cher une formation, alors que tout ce qu'ils veulent, c'est apprendre à faire quelques points. Et donc, on a lancé cette première journée, je crois que c'est $120, c'est ça? Oui, c'est dans quel mois? 160. Ah oui, il y avait des frais de dossier. Donc en fait, on a lancé cette première journée qui permet aux parents d'être autonomes pour gérer leur état émotionnel, avant d'aller chercher à gérer l'état émotionnel de leurs enfants, et puis d'accompagner le bébé, le petit, etc. Et ça suffit. On n'a pas besoin de plus. Ensuite, on a des personnes qui sont intéressées pour en savoir plus au niveau des circuits, parce que lors de la première journée, on ne peut pas voir les 22 circuits. Ouais. À ce moment-là, elles peuvent faire le niveau 1. Donc, c'est 1 jour et demi supplémentaire qui viennent se greffer à cette première journée de prérequis. Et puis, pour les personnes qui veulent apprendre à travailler sur les blocages, sur les mémoires émotionnelles, là, c'est le circuit 2. C'est le niveau 2. C'est le niveau 2 qui dure 3 jours. OK. Qui dure 3 jours. Et ensuite, voilà, on a d'autres niveaux, le niveau 3, niveau 4, niveau 5, etc. Niveau 3, 4, 5, c'est comme plus des stages? Alors, ça reste des stages, c'est surtout des niveaux d'évaluation. Savoir où on en est dans la prise en charge de l'adulte, de l'enfant, du bébé, etc. Donc, il faut pratiquer. Oui, mais là, c'est vraiment pour les personnes qui veulent devenir praticiens en PBA, avec le gros avantage que vous avez, vous, ici, au Canada, c'est que la formation est agréée. C'est-à-dire que nous sommes un vrai organisme de formation agréé par le Revenu Québec et le Revenu Canada, ce qui fait que la formation peut être déduite des impôts. Elle peut passer en frais. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Et nos séances sont prises en charge aussi, donc c'est pas mal. Les séances prises en charge, ça veut dire quoi? Par les assurances. Oui, déjà. Oui, wow. On travaille bien là. Oui. On est sérieux, on a montré patte blanche, comme on dit chez nous, donc c'est exceptionnel donc parce que des fois c'est long avant d'obtenir ces accréditations-là. On a l'accréditation du Revenu Québec, du Revenu Canada, absolument. Et je pense qu'ils ont vu le sérieux. Alors c'est vrai que j'ai la réputation d'être quelqu'un d'assez rigoureux. C'est normal quand on dirige un institut comme ça, on ne peut pas valider quelqu'un n'importe comment, etc. C'est quand même l'institut que j'engage, le nom du docteur Delatte, et puis c'est moi qui signe, donc c'est évident que quand ça va pas, ça va pas. Donc c'est vrai que voilà, c'est une vraie formation diplômante. Voilà, donc ça prend un vrai métier. Ça prend combien de temps? Comme pour toi, Audrey, ça te pris combien de temps? Le moment où tu es tombée en amour avec la méthode, puis où tu es devenue praticienne. C'est pas un bon exemple. Non! Pourquoi? Parce qu'en fait, comme elle a dit, elle est tombée amoureuse de la PBA, elle a pris ses billets d'avion, elle est venue en France, elle a fait accélérer le process, là.
tu as suivi la formation en France. Oui, Manon aussi, Manon, Geneviève, vous avez des praticiennes, des formatrices ici qui sont extraordinaires, que j'aime beaucoup. Et voilà, elles n'ont pas hésité à prendre leur argent, à prendre les billets d'avion, à venir se former. Et il y a vraiment... Mais voilà, quand on a un praticien qui est formé, que ce soit ici ou à l'étranger, c'est quelqu'un qui tient la route. On peut y aller, et à moins que la personne soit partie dans des délires un peu ésotéro-flyés, là. C'est ça. C'est ça. Il y a vraiment de bons praticiens ici. Je ne vais pas citer tout le monde, mais du coup, il y a à Green Bay, il y a Geneviève aussi, il y a José, il y a Mélanie à l'Assomption. Il y a vraiment on peut voir toute la liste sur votre site. Sur le site internet, il y a la liste de tous les praticiens en fonction des régions. Et tu peux donner l'adresse du site internet? www.psychobioacupressure.com. Oui, ok. Voilà, psycho-bio-acupressure.com ou alors en tapant Institut Dr Pierre-Noël Delatte, PBA. Au PBA sur Google, on tombe direct aussi sur votre page. C'est ça, et il y a un annuaire avec la liste de tous les praticiens en fonction de... Et toi, tu viens régulièrement au Québec? À quelle fréquence? Très très régulièrement. J'essaie en général tous les 2 mois et demi d'être là. Tu viens faire de la formation et de la consultation chaque fois? Oui, et puis parce que je suis bien ici. Oui. oui. Tu t'établis ici, là. Oui. Ah, c'est génial. Oui. Hey, on va l'avoir avec nous, on est chanceux. Je ne sais pas si c'est une chance, mais moi j'ai de la chance de venir ici parce que les Québécois, vous êtes... Nous, on vous aime beaucoup. Vous êtes, vous savez, le français, dans la langue des oiseaux, français. Le français est très franc. D'ailleurs, moi, parfois, quand ça passe pas avec des Québécois, c'est parce que je suis trop franche. Ah oui? Le Québécois, vous êtes très, 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 très gentil. Même si vous pensez quelque chose de méchant, vous n'allez pas le dire. Le français, il est franc. Il sait et il est franc. Alors, comme il sait qu'il sait, il est franc. Et ici, c'est la douceur... C'est la douceur au quotidien. Moi, j'adore. Alors, à chaque fois, je fais sourire mon mari et ma fille parce que je peux pas sortir d'un magasin après avoir magasiné sans dire « Oh, mais ils sont tellement gentils !» Alors, j'essaie de m'adapter. Parfois, c'est pas toujours facile. Et pardon aux personnes que j'ai pu heurter avec mon franc parler. Mais j'essaie de m'inspirer de votre douceur. Voilà, c'est ça. On est comme ça, hein, je pense. Ça fait partie de la nature de la majorité d'entre nous. Oui. Je vais juste répéter les dates. Au moment où on tourne, comme on disait tout à l'heure, demain, à partir de demain, c'est le 5 juillet, il y a une formation à Montréal, mais l'émission ne sera peut-être pas en ligne à temps pour celle-là, mais pour Québec, c'est à partir du 12, je crois. Hein? Samedi le 13. Samedi le 13. Oui, le prérequis. Le prérequis, le niveau 1 et le niveau 2 qui sont donnés. Qui vont suivre jusqu'au 18. Sachant qu'on peut suivre les formations séparément. On peut faire un prérequis et puis une prochaine fois faire un niveau 1. Bon. Et puis une prochaine fois faire un niveau 2. Chaque stagiaire, et c'est aussi l'avantage, avance à son rythme dans le cursus. Audrey, on disait en plaisantant, c'est une exception... elle est allée très vite, mais voilà, chacun va vraiment à son rythme. En général, quand on a mis le doigt dedans, là... Oui, mais c'est tellement passionnant qu'on a envie d'en savoir plus. Oui. Et je vais vous présenter, avant de terminer, les livres que le docteur Pierre-Noël Delatte a écrit. Celui-ci, c'est « Libérez-vous de vos blocages ». Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et il y en a plein d'autres. Et le premier qui avait sorti, c'était celui-ci, « 5 points, 1 point, c'est tout ». Qui détermine justement les points. Oui, il y a un DVD avec. Ah oui, pour vrai, wow. Il y a un DVD où on me voit avec Pierre-Noël. Génial. Oui. Chanceuse, hein? Et puis, il y a deux autres livres. 5 points pour mon bébé, puis 5 points pour mon enfant. Alors, les parents à l'écoute, je pense que ça peut être des cadeaux extraordinaires à se faire pour apprendre justement à prendre soin de nos enfants, puis surtout à débloquer rapidement plutôt que de traîner et cristalliser ça sur notre dos comme une carapace. Moi, je dis toujours que la priorité, c'est la maman quand même. Oui. Quand une maman vient me voir, en fait, je vais citer un autre médecin français, le docteur Gérard Attias, que j'aime beaucoup aussi. J'ai beaucoup de respect pour son travail. Et le docteur Attias dit... ou a écrit, enfin je sais que ça vient de lui, que nous sommes le symptôme biologique de l'état psychologique
de nos parents. Ouais. Et Ça, en je fait, crois c'est tout à fait ça. Ouais. Et c'est vrai qu'une maman, très souvent, elle part dans le sacrifice dès qu'elle devient maman, et c'est le truc à pas faire. C'est vraiment de prendre soin d'abord de soi. Si maman va bien, donc le job de papa, c'est de faire en sorte que maman aille très bien. Si maman va bien, l'enfant va bien. L'enfant nous parle du comportement de la mère. Très très souvent, je vous donne un exemple qui va vous faire sourire, on a des mamans qui viennent nous voir en nous disant « Je vous emmène mon enfant parce qu'il manque de confiance en lui. » Ah oui? Eh bien, je vais lui dire « Est-ce que vous faites confiance à son père ?» Oh! Wow. Parce que la confiance chez l'enfant, en priorité, après il y a d'autres cas, mais en priorité, c'est le regard que maman porte sur papa. Aïe aïe! Oui, oui. Ça fait mal. Maman a choisi papa pour être le père. Donc si maman n'a pas confiance en papa, comment l'enfant va faire confiance à son père, comment il va faire confiance à sa mère, et comment il va se faire confiance en lui. Après, l'autre chose qui peut se cacher derrière le manque de confiance, ce sont les histoires de fiançailles. Comme fiance, avec, comme fiance, le fiancé. Donc on peut manquer de confiance en soi quand dans la généalogie, on a des fiancés qui se sont fiancés mais ils ne se sont pas mariés. Pour réparer dans la descendance, on va manquer de confiance. Ou alors, vous avez aussi con avec la foi. Donc quand on a des blocages liés à la confiance, on va vérifier s'il n'y a pas une carence de foi. Si la personne ne s'est pas un peu éloignée de sa foi. Après, chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Mais quand on manque de confiance, on doute. Le doute, c'est quoi? C'est je me détourne de ma croyance, de ma lumière, je projette une ombre, dans l'ombre, j'ai peur. Je doute. Voilà. Donc quand on a un patient qui manque de confiance, avant de parler, on va tester. Je suis sur quoi? Je suis sur les histoires de fiançailles, je suis sur le regard de la mère, je suis sur la foi. On teste, et ça c'est vraiment, et c'est la deuxième plus-value à la PBA, on ne fait pas de thérapie de tiroir. On ne va pas dire la même chose à tous les patients. Parce qu'on a tous des vies différentes, on est tous différents, on a tous des parents différents, même si au départ on vient du même tout, là. Mais voilà, c'est ça. Et donc on évite de faire de la thérapie de tiroir en PBA et on cadre vraiment à ce qui ne va pas chez le patient. J'ai une question qui me brûle les lèvres, même si je sais qu'on a dépassé notre temps, c'est pas grave, on va s'arranger. On a beaucoup d'enfants hyperactifs avec des TDAH, en tout cas des supposés TDAH. Pour toutes sortes de raisons que je peux penser bien bonnes, là. Toi, tu dis quoi? Alors, je vous le dis, et surtout ça, il ne faut pas le couper, parce que ici, il faut que les mamans l'entendent. Vous avez un fléau ici, c'est incroyable, et ce fléau, il commence à se répandre en France aussi, sur les problèmes justement liés aux troubles de comportement et autres. Chez nous, on reste encore sur le thème hyperactivité. Beaucoup d'hyperactivité, on les met sous médication, etc. Les enfants hyperactifs, vous allez avoir 3 types d'enfants hyperactifs. Le premier enfant hyperactif, c'est l'enfant qui est en train de régler des mémoires dans la généalogie liées à l'humiliation. Papa, maman, les deux se sont sentis humiliés. L'enfant a l'information et il se dit « moi, on ne va pas m'humilier ». Et pour ce faire, je vais être un surdoué. Mais c'est le surdoué en échec scolaire. Vous voyez, à qui on met l'étiquette de high potential, mais qui a quand même un comportement d'hyperactif et qui du coup est incontrôlable quand il est en cours, forcément parce qu'il est surdoué. Donc il est en échec scolaire parce qu'il n'est pas dans son environnement. Ces gens-là, ces enfants-là, sont mieux dans des structures plutôt Montessori et autres, où on va vraiment être à l'écoute de leurs émotions, etc. Qui coûtent cher, tout le monde ne peut pas mettre l'enfant comme ça. Donc ça, c'est le premier cas d'enfant hyperactif, c'est l'enfant qui est surdoué. Le deuxième cas d'enfant hyperactif, c'est l'enfant qui a peur de la mort. Donc là, on va aller vérifier en PBA si au moment de la naissance, il n'y a pas eu quelque chose avec la mort. Genre le cordon autour du cou ou le fait qu'il reste coincé, absolument, une détresse cardiaque, etc. On va aller voir ce qui se passe à ce niveau-là. Et le troisième type d'enfant hyperactif qui ne va pas plaire aux mamans, ce sont les enfants mal élevés. Mal élevés? Oui. Moi, je suis née en 73 et je sais que la pire des remarques qu'on pouvait faire à un parent à mon époque ou même à soi-même quand on était enfant, c'est qu'on nous dise qu'on était mal élevé. Oui. Si on entendait mal élevé, c'était l'insulte. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai été éduquée. Et donc, l'enfant à qui on ne met pas de limite,
il n'y a pas de barrière, je tombe. Il se sent en danger, il ne tient pas en place. 9 enfants sur 10 qu'une maman m'amène en me disant « je viens vous voir parce qu'il est hyperactif ». Il n'est pas hyperactif. Il manque d'encadrement. Par exemple, parce qu'un enfant hyperactif, on ne peut pas lui faire la séance. Il est hyperactif, on ne peut pas. Ah non? Non. Et ils sont rares. Très, 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 très rares. Ah, oui. Oui. Pourquoi tu ne peux pas faire de séance à un enfant Je ne hyperactif? sais pas faire. Ah! Ah, c'est un zébulon. Un zébulon. C'est quoi? Il ne tient pas en place. Okay. Essaie de faire les points puis... Ah oui, oui, oui. Non, il tient pas en place. Non seulement il ne tient pas en place, mais en plus, la maman ne peut pas faire qu'il ne tienne pas en place. Moi, ça, je ne le conçois pas. Une maman, quand elle dit stop, l'enfant doit arrêter. S'il n'arrête pas, il faut aller voir. Alors... Donc, ça serait une grande majorité d'enfants mal élevés. Ouais, ben, c'est toi qui l'as dit, c'est oui, pas moi. mais on est dans une génération d'enfants rois. Ben oui. Oui. Puis même les enfants rois sont devenus des parents rois et ils font des dommages terribles. Oui. Comme les organisations sportives Oui. viennent se mêler pour leur Oui. enfant qui puisse avoir Oui. plus de temps de glace au hockey, etc. Oui. C'est l'enfer. Oui. Alors, le travail en PBA, l'enfant roi, c'est un blocage qui peut sortir. Alors, avec beaucoup de diplomatie, il faut expliquer à la maman qu'il y a une véritable désociabilisation de l'enfant parce qu'il ne supporte pas les limites. Il y a une permissivité à outrance qui fait que du coup, l'enfant va attendre qu'on fasse les choses pour lui. Donc, du coup, quand on lui dit de faire une chose, parfois j'entends les mamans 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ben, moi, je suis un enfant, si tu peux compter jusqu'à 4, je vais te faire compter jusqu'à 100, hein, je te le dis. Hein. Oui. Non, c'est je te dis, tu fais pas, tu es sanctionné. Alors, c'est vrai qu'il y a différentes écoles d'éducation. Hein. On a des écoles aujourd'hui où c'est faut pas que l'enfant pleure, faut pas que ceci, faut pas que cela. Ça sera le sujet d'une autre émission parce que Féro, j'aimerais beaucoup que tu reviennes. On refasse une autre émission. Puis, Avec plaisir. ce que je ferai aussi, on demandera aux gens s'ils ont des questions particulières, puis Oui. on les amènera. Puis Audrey, tu pourras répondre aussi à ces questions-là pour qu'on puisse Très partager volontiers. ça. C'était un bonheur immense. Merci. Alors, je suis tombée en amour aussi avec la méthode pour peu que j'en sais. Mais c'est vraiment, vraiment génial. Alors, j'imagine que plusieurs d'entre vous allez vouloir en savoir plus. Allez voir, tapez PBA sur Google et allez voir www.psycho-bio-acupressure.com. Vous allez avoir tous les détails, vous allez avoir le parcours de Férouz aussi qui est expliqué comme il faut. Et on mettra les liens des livres aussi sous notre vidéo lorsqu'elle sera publiée. Merci infiniment, beaucoup, Audrey merci. Marchand, Férouz Merci. Razoud. Merci, c'est un grand bonheur. Partagez. Merci, à bientôt. On se retrouve pour une prochaine émission de Porteurs d'Espoir. Bye bye.